Bonjour, je suis Hassan Banan, professeur de SVT. On continue le traitement de notre sujet PC 2017. L'exercice numéro 2, session rattrapage PC 2017. Pour étudier certains aspects de la transmission et d'expression de l'information génétique, on propose les données suivantes. Au cours de chaque cycle cellulaire, la cellule subit un ensemble de phénomènes biologiques qui interviennent dans le maintien de l'information génétique lors de sa transmission d'une cellule à une autre. Pour mettre en évidence un de ces phénomènes ainsi que son importance, on propose l'expérience présentée par le document numéro 1. Donc, ce document, il nous montre les informations suivantes. Donc, nous avons un transfert d'une plantule de fèves d'un milieu normal à un milieu radioactif pendant un cycle cellulaire. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient des chromosomes bichromatidiens qui sont radioactifs, donc pendant le premier cycle. Mais pendant le deuxième cycle, si on transfère cette plantule à un milieu non radioactif pendant un cycle cellulaire, mais comme on a dit, un milieu non radioactif, on obtient des chromosomes bichromatidiens, mais qui présentent la radioactivité dans une seule chromatide. Donc la question demandée, avec une petite remarque qui est la thymidine T est utilisée dans la synthèse d'ADN. La question c'est expliquer les résultats de l'expérience du document 1 en justifiant votre réponse à l'aide d'un schéma adéquat du phénomène biologique mis en évidence. Donc, on s'intéresse maintenant au document 1, après on va revenir au document 2. Donc, pour répondre à cette question, on doit savoir les données suivantes. Donc, un chromosome simple, donc c'est un chromosome qui est composé d'une seule molécule d'ADN. Et chaque molécule d'ADN est formée de deux brins. Donc, ces deux brins, lors de la duplication, ils vont s'écarter. Ça veut dire que chaque brin maternel va servir de brin matrice pour la formation d'un nouveau brin qui est néoformé. Et de cette manière, on obtient un chromosome qui est double et chaque chromosome est composé de deux chromatides. Et chaque chromatide, elle est formée d'une molécule d'ADN, voilà, et cette molécule d'ADN est formée de deux brins. Donc, chaque molécule d'ADN qui forme une chromatide comporte un brin matrice qui est original et un autre brin qui est néoformé. Car la duplication de l'ADN est une duplication semi-conservative qui fait appel à l'intervention de trois types d'enzymes qui sont une enzyme hélicase qui va couper ces liaisons hydrogènes et l'ADN polymérase qui s'en charge pour former les brins, les nouveaux brins, tout en gardant la complémentarité avec les brins matrices. Donc, pendant le premier cycle, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le transfert d'une plantule de fèves d'un milieu normal à un milieu riche en thymidine qui est radioactive, ce qui conduit à l'insertion de la thymidine dans l'ADN au cours de sa réplication et par la suite l'obtention de molécules d'ADN ayant un brin radioactif, ce qui donne que les deux chromatides des chromosomes métaphasiques sont radioactifs. Donc le schéma qui va illustrer c'est le premier cycle et le suivant. Donc nous avons une molécule d'ADN double brin, donc elle est matérialisée par cette couleur qui est noire, donc qui n'est pas radioactive. Pendant le premier cycle, qu'est-ce qu'on obtient? Il y a séparation de ces deux brins et formation de nouveaux qui sont radioactifs. Et par la suite, on obtient un chromosome qui est
radioactive avec les deux chromatides qui sont radioactives. Mais dans chaque chromatide, nous avons une molécule d'ADN et chaque molécule d'ADN, il comporte deux brins. Donc un brin est non radioactif, il est maternel, l'autre néoformé est radioactif. Donc nous avons ici la molécule mère d'ADN, les molécules phi et le chromosome qui est double et radioactif. Pour le deuxième cycle, donc pendant le deuxième cycle, on a un transfert de la plantule de fèves précédente dans un milieu qui est normal, non radioactif. Donc on aura aussi l'insertion de la thymidine qui est non radioactive dans l'ADN au cours de sa deuxième réplication, et ce qui conduit à l'obtention de deux types de molécules d'ADN. L'une dans un brin est radioactive, donc la chromatide reste radioactive, l'autre avec les deux brins non radioactifs, donc il va donner une chromatide qui est non radioactive. Et par la suite, l'un des deux chromatides est radioactif, l'autre est non radioactif. Donc le schéma est le suivant. L'ADN, la molécule d'ADN initiale, il porte un brin radioactif et un autre qui est non radioactif. Durant cette réplication, qu'est-ce qu'on aura? On aura la séparation de ces deux brins. Donc le brin non radioactif et le brin qui est radioactif. Mais les nouveaux brins formés seront non radioactifs car le milieu est non radioactif. Nous avons, voilà, et par la suite, on obtient un chromosome bichromatidien. Une chromatide qui porte l'ADN dont les deux brins sont non radioactifs, donc il paraît avec une couleur qui est claire, et l'autre chromatide qui se caractérise par la présence d'un des deux brins radioactifs, elle reste radioactive. Donc, molécule mère d'ADN, nous avons ici les molécules phi et le chromosome double. Le xéroderma pigmentosum de type B est une maladie génétique rare caractérisée par une hypersensibilité aux rayons UV et provoque des lésions au niveau de la peau et des yeux qui peuvent évoluer en cancer. Cette maladie est la conséquence de la perte des cellules de leur capacité à réparer des erreurs au niveau de l'ADN. Les UV provoquent des modifications de la structure de l'ADN en formant des liaisons covalentes entre les deux thymines successives du même brin de l'ADN. À l'état normal, cette aberration est corrigée par l'intervention d'une enzyme appelée ERCC3 avant la duplication de l'ADN. Le document 2 résume le mode d'action de cette enzyme. Le document 3 présente la séquence nucléotidique d'une partie du gène codant pour l'enzyme ERCC3 chez un individu sain et un autre individu atteint de XPB. Le tableau du document numéro 4 donne un extrait du code génétique. Revenons maintenant au document numéro 2. Voilà. Donc ici, nous avons un brin d'ADN. Si on a deux T successives, donc il se forme une liaison covalente entre ces deux T. Si nous avons un enzyme ERCC3 qui est fonctionnel, il reconnaît cette liaison et il s'attache sur cette liaison et procède à une réparation. Donc il va éliminer cette liaison covalente, ce qui va laisser l'ADN normal. Si cette liaison covalente reste, donc lors de la duplication, il y aura un enlèvement de ces deux T, ce qui va provoquer une mutation par délétion, et cette mutation, il provoque des problèmes, à savoir les cancers. Bien. Revenons maintenant à notre question. Donc, document numéro 3, il nous présente le brin non transcrit et transcrit de l'individu sain et le brin non transcrit et transcrit de l'individu atteint de la maladie XPB. Document 4, il nous montre les acides aminés et les codons correspondants. Donc la question est, en utilisant les données des documents 2, 3 et 4, déterminer la séquence des acides aminés correspondante à chaque partie du gène
contrôlant la synthèse de la protéine ERCC3 chez les deux individus étudiés et expliquer l'origine génétique de cette maladie. Donc, il nous demande toujours une question composée, à savoir la détermination de la protéine ERCC3 et l'explication de cette origine de cette maladie. Bien, la réponse est la suivante. Donc, nous avons l'individu sain, un ADN transcrit à partir duquel on transcrit l'ARN messager, le voilà, et à partir de l'ARN messager, on synthétise la protéine ERCC3 qui est normale. Pour l'individu atteint de XPB, toujours à partir de l'ADN transcrit, on forme l'ARN messager et la protéine ERCC3 qui est anormale. Pour l'origine, on doit comparer le brin d'ADN transcrit chez l'individu sain avec celui de l'individu malade. Donc, si on fait cette comparaison, on s'aperçoit que cette G est absente ici. Donc, la mutation, c'est une mutation qui est par délétion du nucléotide G. Bien, l'explication maintenant. Dans un brin d'ADN qui présente des T successives, il y a formation d'une liaison covalente. Cette liaison, une fois formée, elle est reconnue par l'enzyme ERCC3 qui va s'attacher sur cette liaison. Donc, il y a reconnaissance et liaison au niveau de cette erreur, ce qui va conduire à une correction. Donc, ici, il y a l'enlèvement de cette liaison covalente. Donc, il y a une réparation. Et après, il y a libération de ERCC3 et le retour de l'état initial. Donc, la réponse ou l'explication est la suivante. Nous avons une mutation par délétion du nucléotide G au triplet 67 du brin transcrit de l'ADN. Donc, c'est une délétion du nucléotide C au niveau du brin non transcrit de l'ADN. Ce qui conduit à la synthèse d'une protéine ERCC3 qui est inefficace, et ce ERCC3 devient incapable de réparer les erreurs au niveau de l'ADN, d'où l'apparition de la maladie XPB. Donc ici, on trouve une relation gène qui contrôle une protéine, et cette protéine, il induit l'apparition d'un caractère, dans ce cas, c'est la maladie XPB. Donc passons maintenant à l'exercice numéro 3, toujours session rattrapage PC 2017. Chez les pigeons, la femelle est hétérogamète, donc il porte les chromosomes sexuels XY, et le mâle est homogamète, donc il porte XX. Pour comprendre le mode de transmission de deux caractères, la couleur du plumage et la couleur des yeux, chez une race de pigeons dite romaine, on propose l'étude des résultats des croisements suivants. Le premier croisement entre des mâles de race pure à plumage bleu et yeux noirs, avec des femelles de race pure à plumage brun et yeux orange. La première génération F1 est constituée uniquement d'individus à plumage bleu et yeux noirs. Le croisement numéro 2 entre des mâles de race pure à plumage brun et yeux orange, avec des femelles de race pure à plumage bleu et yeux noirs. La génération F'1 obtenue est composée de 50% d'individus mâles à plumage bleu et yeux noirs et 50% d'individus femelles à plumage brun et yeux noirs. Donc le croisement numéro 1 et 2 sont deux croisements réciproques. Donc la question, analysez les résultats des deux croisements, puis déduisez le mode de transmission des caractères étudiés chez le pigeon romain. Donc nous avons ici l'analyse et la déduction. Revenons au croisement. Donc pour le croisement numéro 1, nous avons une génération F1
qui est composé d'individus à plumage bleu et yeux noirs. Donc F1 est homogène. Donc les parents sont de race pure. La première loi de Mendel est vérifiée. Pour le croisement 2, qui est un croisement réciproque, nous avons 50% d'individus mâles à plumage bleu et yeux noirs. 50% d'individus femelles à plumage brun et yeux noirs. Donc, comme vous voyez, la couleur des yeux n'a pas changé. Donc, toujours, elle est homogène. Mais le plumage a changé. Donc, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre que la couleur des yeux qui n'a pas changé du premier croisement et deuxième, elle est non liée au sexe. Mais la couleur du plumage, ici nous avons du plumage bleu pour le premier croisement, mais pour le deuxième croisement, nous avons les 50% de mâles à plumage bleu et 50% de femelles à plumage brun. Ça veut dire que la couleur du plumage a changé entre le premier croisement et le deuxième, ce qui montre que ce caractère est lié au sexe. Donc l'analyse et la déduction pour la réponse et l'exploitation des résultats des deux croisements. Nous avons un hybridisme car on a transmission de deux caractères héréditaires. Pour les deux croisements, malgré que les parents sont de lignée pure, les résultats obtenus diffèrent pour le caractère de la couleur du plumage, alors qu'il reste invariable pour le caractère de la couleur des yeux chez les deux sexes. D'où le gène codant pour la couleur du plumage est lié au sexe, donc il est porté par un gonosome, et plus particulièrement le chromosome X, car le caractère apparaît chez les mâles et femelles, donc il est porté par le chromosome qui est en commun. Le gène contrôlant la couleur des yeux n'est pas lié au sexe, car il est porté par un autosome, c'est-à-dire un chromosome non sexuel. Et puisque nous avons un gène lié au sexe et un autre non lié au sexe, donc les gènes sont obligatoirement indépendants. L'allèle responsable du plumage bleu, donc est dominant, il est matérialisé par grand B, par rapport à l'allèle responsable du plumage brun qui est petit b, il est récessif. Et l'allèle responsable des yeux noirs, donc c'est grand N dominant, par rapport à l'allèle responsable des yeux orange, petit n qui est récessif. Deuxième question. À l'aide d'un échiquier de croisement, donnez les résultats attendus dans le cas de croisement des mâles de F1 avec des femelles à plumage brun et yeux orange. Donc, on vous demande des mâles de F1, donc ce sont des mâles qui sont hétérozygotes, avec des femelles à plumage brun qui sont de race pure. Donc, on utilise les symboles grand B, petit b, grand N, petit n. Donc, le croisement est le suivant. Femelle, petit n, petit b, le mâle, grand N, grand B. Donc, la femelle, il porte petit n, petit b, c'est de race pure. Le mâle est hybride, donc grand N, petit n, grand B, petit b. La femelle, il donne deux types de gamètes, à savoir les petit n, petit b et petit n, y. Et le mâle, il donne quatre types de gamètes. Donc, on a ici un brassage interchromosomique qui va donner quatre types de gamètes qui sont les suivants. Donc, grand N, grand B, un quart, grand N, petit b, un quart, petit n, petit b, un quart, et petit n, grand B, un quart. Donc, nous avons un échiquier de croisement qui comprend 8 cases. Donc, 4 fois 2, c'est 8. Donc, les mâles, ils donnent 4 types de gamètes, femelles, ils nous donnent 2 types de gamètes, et les cases, représentent les différentes combinaisons de la fécondation, à savoir grand B, grand N, petit n, et ainsi de suite. Donc, les phénotypes attendus, c'est grand N, grand B, 1/8, grand N, petit b, 1/8, petit n, grand B, 1/8, et petit n, petit b, 1/8 aussi, mais tous des mâles. Et les femelles, nous avons grand N, toujours grand B, 1/8, grand N, petit b, 1/8, petit n, grand B, 1/8, petit n, petit b, 1/8. Donc là, les résultats théoriques sont les suivants. Nous avons 4 phénotypes. Chaque phénotype est représente le 1 quart. Donc les deux 1/8 plus 1/8, c'est
un quart. Donc, grand N, grand B, c'est un quart. Donc, on regroupe les mâles et femelles. De même, pour grand N, petit b, c'est un quart. Petit n, grand B, c'est un quart. Et petit n, petit b, c'est un quart aussi. Passons maintenant à l'exercice numéro 4, le dernier. Donc, c'est de la session normale PC 2017. La région de Mnasra, dans les environs de Kénitra, est connue par une activité agricole importante, surtout l'élevage des bovins et des cultures sur des sols fertilisés par le fumier des bovins, qui est riche en ammoniac, le NH4+. Avec un volume estimé à 90 à la puissance 6 mètres cubes, les eaux souterraines de cette région constituent la source principale d'approvisionnement en eau potable et en eau utilisée dans l'agriculture. La nappe phréatique de Mnasra, qui s'alimente par infiltration des eaux de pluie, reste exposée à la pollution. Donc, pour étudier l'impact de l'activité agricole sur la qualité des eaux souterraines de la région de Mnasra, des analyses chimiques et biologiques ont été réalisées sur des échantillons d'eau prélevés de 4 puits indiqués sur le document numéro 1. Donc, le voilà, le document. Nous avons ici des régions, la région Mnasra, donc voilà les limites de cette région de Mnasra. Donc, dans cette région, on a les 4 puits, puits 1, puits 2, puits 3 et le puits 4. Le puits 1, donc c'est près de Douar Ouled Bergel. Puits 2, c'est près de Douar Ouled Lassel. Le puits 3, c'est près de Douar L'Qlalcha. Et le puits 4 est près de Douar N'Nebsa. Nous avons ici l'océan Atlantique, c'est ici une route. Donc, les résultats de ces analyses sont présentés dans le tableau du document numéro 2. Voilà. Donc, la question, en se basant sur les données du document 2, comparer les valeurs de NO3, CF et SF détectées dans les eaux des puits étudiés aux normes d'eau potable et déduisez la potabilité des eaux de ces puits. Donc, ce document, il nous présente pas mal d'informations, à savoir la concentration de l'ammoniac, des nitrates, des nitrites, le nombre de CF. Donc, CF, c'est quoi? Ce sont des coliformes fécaux. Le SF, ce sont des streptocoques fécaux. Les coliformes fécaux et les streptocoques fécaux sont des micro-organismes qui se trouvent dans la matière fécale des animaux et de l'homme. Dans le sol, donc nous avons ici des informations qu'on ne doit pas oublier pour les questions suivantes. Donc la question nous dit de comparer. Qu'est-ce qu'on doit comparer? On doit comparer seulement les nitrates et les coliformes fécaux et les streptocoques fécaux. Donc, on ne doit pas tenir en compte le NH4 et les nitrites, même s'ils sont figurés dans le document, mais ils ne sont pas demandés dans la question. On doit comparer les valeurs de ces trois paramètres dans les 4 puits par rapport aux normes d'eau potable. Donc, comme vous voyez ici, la valeur des nitrates dans le puits 1, c'est 26. Et pour les normes de potabilité, ils doivent être inférieurs à 50. Donc, pour le puits 1, il obéit aux normes. Mais pour le puits 2 et le puits 3 et 4, les valeurs sont nettement élevées. En ce qui concerne les CF, les coliformes fécaux, dans les puits 1, 2 et 3, les valeurs sont nettement élevées à celles de la norme de potabilité. Mais le puits 4, il obéit, donc c'est 0. Et en ce qui concerne les streptocoques fécaux, nous avons dans les 4 puits, les valeurs sont élevées car la norme qui est demandée, c'est 0. Et les 4 puits, ils présentent ces streptocoques fécaux. Donc, en ce qui concerne la comparaison, mais ne pas oublier que dans le sol, l'ammoniac NH4 se transforme en nitrite, puis en nitrate. Donc, cette information, on va l'utiliser dans une question qui vient après. Donc, pour la réponse, la comparaison,
la concentration du nitrate dans l'eau du puits P1 est inférieure à celle de la norme d'eau potable, alors que cette concentration est supérieure à la norme dans les autres puits. Dans les eaux des puits P1, P2 et P3, le nombre de coliformes fécaux dépasse la norme d'eau potable, alors que les eaux des puits P4 restent dans la norme, c'est-à-dire absence des coliformes fécaux. Dans les eaux des 4 puits, le nombre de streptocoques fécaux dépasse la norme d'eau potable. Donc, déduction d'une manière générale, les eaux des 4 puits étudiés sont polluées, donc imbuvables par l'homme, c'est-à-dire ils sont des eaux non potables. Passons maintenant pour le calcul du rapport CF sur SF pour les 4 puits et déduisez l'origine des coliformes et streptocoques fécaux détectés dans les eaux des puits étudiés. Pour répondre à cette question, on doit revenir toujours au document numéro 2. Nous avons ici les bactéries sont d'origine animale et non humaine si le rapport CF sur SF est inférieur à 0,7. Donc, on doit procéder à un calcul. On doit prendre les CF sur SF de chaque puits. On doit calculer ce rapport. Si ce rapport est inférieur à 7, donc l'origine est animale. Si ce rapport est supérieur, donc elle est humaine. Donc les bactéries sont d'origine animale si le rapport est inférieur à 0,7. Donc on revient. Donc pour la réponse, le calcul de ce rapport, pour le puits 1, c'est 0,0003, pour le puits 2, c'est 0,006, pour le puits 3, c'est 0,02, et pour le puits 4, c'est 0. Donc d'après les données du document 2, les bactéries sont d'origine animale et non humaine si le rapport CF sur SF est inférieur à 0,7. Dans ce cas, les 4 puits, leur valeur est inférieure à 0,7. Donc la déduction est la suivante. Le rapport calculé pour les 4 puits est inférieur à 0,7, ce qui juge l'origine animale et non humaine des CF et SF détectés dans les eaux des puits étudiés. Donc, troisième question. En se basant sur les données du document 1 et 2 et sur vos connaissances, expliquez l'origine de la pollution des eaux souterraines de la région du Mnasra par les nitrates. Donc, pour répondre à cette question, on doit faire appel aux données qu'on a déjà vues au document numéro 2 et l'origine de cette pollution qui est l'utilisation du fumier. Donc, la réponse demandée est la suivante. L'explication de la pollution des eaux souterraines de la région Mnasra. On a une utilisation intensive du fumier des bovins dans cette région. Et ce fumier est riche en ammoniac, donc ce qui va enrichir le sol en ammoniac. Et cet ammoniac, une fois dans le sol, il se transforme en nitrate. Et cet nitrate, il s'infiltre sous l'action des eaux des pluies vers les eaux souterraines, ce qui conduit à l'augmentation de la concentration des nitrates et la pollution des eaux souterraines de Mnasra. Afin de trouver des solutions au problème de la pollution des eaux souterraines par les nitrates, on propose l'exploitation des données suivantes. La culture de févrole, c'est-à-dire du fève, contribue à l'enrichissement du sol en azote minéral facilement assimilable par la plante. À titre d'exemple, une févrole d'hiver laisse dans le sol de l'azote minéral qui couvre environ 67% des besoins d'autres cultures comme le blé. Le document 3 montre la variation de la teneur en nitrate d'une eau souterraine en fonction des pratiques agricoles dans une région de la France durant la période allant de 1963 à 1988. Et voilà. Donc la question est la suivante. Décrivez la variation de la teneur en nitrate des eaux souterraines en fonction des pratiques agricoles illustrées dans le document numéro 3 et proposez une solution appropriée pour améliorer la qualité des eaux souterraines de la région Mnasra.
Donc, comme vous voyez ici, on vous demande de faire une description et on doit proposer une solution appropriée pour améliorer la qualité des eaux souterraines de cette région de Mnasra. Donc, pour la description, nous avons cette partie qui comporte les deux pratiques qui sont sol non cultivé et culture alterne avec la févrole. Et nous avons aussi les deux pratiques qui sont fertilisation du sol par le fumier des bovins et arrêt de l'utilisation. Donc la première partie qui comporte les deux, le sol qui est non cultivé et la culture alterne avec févrole, elle se caractérise par une stabilité de la teneur en nitrates. Donc cette teneur est faible, donc elle est au-dessous de la norme de potabilité. Mais pour la culture, la troisième, qui est une fertilisation du sol par le fumier des bovins, on observe une augmentation qui dépasse la valeur de 120 en teneur de nitrates. Mais pour l'arrêt de l'utilisation du fumier, on note une diminution de cette teneur. Donc, pour la description, dans le sol non cultivé et le sol cultivé en rotation avec la févrole, la concentration en nitrate des eaux souterraines est inférieure à 50 mg par litre. Donc, il reste dans les normes de potabilité. Pour la fertilisation du sol par le fumier des bovins, il engendre une forte augmentation de la teneur en nitrate des eaux souterraines qui atteint 120 mg par litre. Donc, il dépasse la norme de potabilité. Et l'arrêt de l'utilisation du fumier des bovins dans la fertilisation du sol est accompagné par une diminution progressive de la teneur en nitrate des eaux souterraines qui se rapproche de la norme de potabilité. Donc, les propositions d'une solution appropriée pour l'amélioration de la qualité des eaux souterraines de Mnasra sont soit la culture de la fève en alternance avec d'autres cultures, donc une alternance des cultures, ou la rationalisation de l'utilisation de fumier des bovins comme fertilisant du sol de la région de Mnasra. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.